Je veux que ce soit un cauchemar. Je ne veux pas que ce soit ma vie. Cette histoire est tellement difficile à comprendre parce qu'il y a tellement de pertes à l'intérieur d'un foyer. Une mère qui tue son mari et 2 de ses enfants, laissant un tout petit indemne. Et il ne fait aucun doute que cette famille a traversé en quelques mois bien plus que ce que la plupart des gens pourront jamais supporter en une vie entière. De nouvelles informations révélant que la mère, qui avait évoqué ses difficultés en tant qu'épouse d'un malade du cancer du cerveau et commis une tragédie chez elle, cachait des secrets financiers remontant à près de 10 ans. Nous enquêtons sur l'affaire de Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous allons aborder cette histoire avec beaucoup de délicatesse, car il y a beaucoup à démêler, il y a beaucoup de tragédies. Nous parlons d'une histoire où un homme et ses 2 enfants ont été tués par une femme manifestement en grande difficulté. Mais au-delà de la tragédie familiale qui s'est produite dans leur maison de Madbury, dans le New Hampshire, le 18 août, de nouvelles informations émergent cette semaine selon lesquelles Emily Long aurait eu l'habitude de voler dans les endroits où elle travaillait. À la suite des meurtres de son mari, de sa fille et de son fils, son employeur a déclaré que Long avait volé plus de 660 000 $ à son entreprise entre janvier 2023 et juillet de cette année. Et maintenant, de nouvelles allégations affirment qu'elle aurait également volé son employeur en 2016. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais d'abord, je veux expliquer ce que les autorités du New Hampshire ont déclaré s'être passé le 18 août. Ils ont été appelés à cette maison vers 8 heures du soir. À l'intérieur, ils ont trouvé 4 personnes mortes. Ryan Long, âgé de 48 ans, son fils de 8 ans, Parker, et sa fille de 6 ans, également prénommée Ryan. Tous les 3 avaient été abattus, et ils ont également trouvé le corps de la femme de Ryan et mère des enfants, Emily, âgée de 34 ans. Les forces de l'ordre ont trouvé l'arme près de la famille et reconstituent ce qui se serait passé dans la maison. Qu'Emily avait tué 3 membres de sa famille avant de se suicider avec l'arme. Le couple avait aussi un jeune enfant qui n'a pas été blessé. Je vais vous dire bientôt comment vous pouvez aider. Cette famille traversait clairement des difficultés et Emily avait des problèmes. En avril, son mari Ryan a été diagnostiqué avec un cancer du cerveau. C'est juste difficile de vivre cette vie et de n'avoir absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit. Emily avait gagné des abonnés sur TikTok en racontant ses difficultés. Sa bio précisait « femme d'un malade du cancer du cerveau ». Elle affirmait que discuter de santé mentale avec ses abonnés sur les réseaux coûtait moins cher qu'une thérapie. C'est juste comme, d'accord, là on a complètement perdu le contrôle. Au moins, quand il suivait sa radiothérapie, je sais que ça aurait été difficile pour lui. Je sais que ça l'a épuisé. Son cerveau est enflé. Il ressent tellement de symptômes. Ça a été dur pour moi en tant que partenaire de le voir ainsi, mais maintenant, nous sommes dans une phase de surveillance où une récidive peut se produire, alors que pendant la radiothérapie, tout s'est complètement arrêté. Donc, je ressens beaucoup d'anxiété à ce sujet. C'était sa dernière publication avant les meurtres. D'accord, je me suis maquillée et j'ai mis de vrais vêtements pour la première fois, en gros. Du maquillage depuis qu'on est allé au Cap en juillet et de vrais vêtements, Dieu seul sait depuis combien de temps. Donc, j'essaie de me sortir de cette routine. Je sais que je l'ai déjà dit, mais nos enfants ont vraiment du mal. Et maintenant, je commence à remarquer des changements chez notre petit de 3 ans, ce qui est difficile parce que il est trop jeune pour une thérapie. Je sais que certains évoqueront la thérapie par le jeu. Nous l'avons déjà fait auparavant et je ne vois tout simplement pas vraiment l'intérêt. Il est trop jeune pour une thérapie par la parole. Par exemple, la nuit dernière, il n'a pas pu dormir et est resté éveillé à pleurer. Il n'est jamais comme ça. Et j'ai commencé à remarquer qu'il bougeait plus la nuit et qu'il avait simplement plus de mal. Et c'est tout simplement dévastateur. Mais je suis déterminée à recréer une certaine normalité. Nous allons descendre la rue chez nos voisins, qui sont de proches amis avec plusieurs de nos autres amis. Je ne pense pas que mon mari viendra. Peut-être qu'il viendra parce que c'est juste au bout de la rue, à seulement quelques maisons d'ici. Mais c'est important que mes enfants soient avec leurs amis. Et j'ai tellement eu du mal, j'ai vraiment été déprimée et je suis devenue très renfermée. Je voulais juste être avec mes enfants et mon mari.
Même si cela me semble bien, je ne pense pas que ce soit bon pour moi. Cela étant dit, je fais un changement. Ça commence aujourd'hui. Je vais commencer à m'habiller. Je ne vais sans doute pas me maquiller car je n'en porte pas souvent, sauf pour sortir. Je dois redevenir sociable. J'étais autrefois la personne la plus sociable de cette planète. Au cours du mois dernier, j'ai essentiellement refusé 98% de toutes les invitations. Et mes enfants ont besoin d'être avec leurs amis. Alors, tenez-moi au courant. Aujourd'hui, je change de perspective et je fais un effort pour sortir de ma dépression et faire ça pour ma famille. Cela étant dit, bon samedi. J'espère que tout le monde passe une journée fantastique. Je vais passer une journée fantastique. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison le 18 août. Personne ne comprendra jamais la véritable motivation de ce que la police dit qu'Emily a fait. Mais à la suite des meurtres, il est apparu qu'elle subissait également une pression liée à des inquiétudes concernant ce qu'elle aurait prétendument fait sur le plan financier, ainsi que la pression d'une enquête criminelle. Emily dirigeait les opérations d'une chaîne de restaurants de ailes de poulet au New Hampshire, avec plusieurs établissements. Son employeur a déclaré à WCVB-TV de Boston qu'Emily faisait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument volé à l'entreprise, et ce depuis le début de l'année 2023. Il a signalé que les dépôts en espèces n'entraient pas sur les comptes annotés de l'entreprise et que des chèques manuscrits étaient déposés sur le compte d'Emily. Lorsqu'il a fait le total des pertes, il affirme qu'Emily a volé plus de 660 000 $ à son entreprise. Maintenant, même si Emily aurait commencé à prendre de l'argent à son entreprise bien avant le diagnostic de cancer de son mari, son employeur a déclaré qu'il avait essayé de gérer la situation avec Emily avec bienveillance, qu'il avait prévu une réunion pour qu'ils puissent discuter des accusations de vol le 11 août. Une semaine après, la police déclare qu'elle a tué 3 membres de sa famille. Elle n'a jamais assisté à la réunion du 11 août. Cette semaine, de nouveaux rapports du Boston Globe affirment que l'employeur d'Emily, le restaurant de ailes de poulet dans le New Hampshire, n'était pas le premier employeur dont elle aurait volé. Le journal rapporte qu'en 2016, les autorités de Nantucket, Massachusetts, ont enquêté sur Long, soupçonnée d'avoir volé des milliers de dollars dans une brasserie où elle travaillait. Le journal indique que Long et son ex-petite amie ont volé 11 000 $ en liquide et en alcool avant de partir en vacances en Thaïlande. Tous les deux ont été licenciés par la brasserie. À son retour aux États-Unis, Long a été inculpé pour falsification de chèques, mais l'affaire a été classée après la fermeture de la brasserie, selon le Boston Globe. L'ancien employeur de Long, de cette chaîne de restaurants d'ailes de poulet dans le New Hampshire, affirme qu'elle n'a pas seulement volé 660 000 $, mais qu'en y repensant, il se souvient de conversations qu'ils ont eues, et il pense qu'elle avait potentiellement une addiction au shopping, ce qui aurait pu être à l'origine du problème de vol présumé dans son entreprise. Il a déclaré que Long avait elle-même reconnu son addiction au shopping. Elle a aussi déclaré que devoir respecter un budget devrait, je cite, être un crime contre l'humanité. Bien sûr, comment tout cela entre-t-il en compte dans la tragédie qui a eu lieu le 18 août? C'est quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais. Nous accueillons l'ancien commandant détective à la retraite du département de police de Chicago, Will Svelar. C'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. C'est vraiment une affaire très difficile pour de nombreuses raisons. Il y a beaucoup de choses à analyser. Mais d'abord, je pense qu'il faut revenir à ce qui s'est passé dans cette maison le 18 août. La grande question, c'est qu'un jeune garçon a survécu. Vous savez, ce que je suppose comment regarder, nous ne connaîtrons jamais la réponse à la question du pourquoi. Mais je pense qu'en tant que détective, si vous enquêtiez sur cette affaire, quelles sont certaines des choses, lorsque vous répondez à une histoire comme celle-ci, à un appel comme celui-ci, que vous devez rassembler pour reconstituer l'histoire? Eh bien, vous savez, la grande question dont vous avez parlé, c'est pourquoi a-t-elle laissé le garçon en vie? Si elle allait commettre un meurtre suivi d'un suicide et qu'elle craignait d'être identifiée, si elle voulait, enfin pas un suicide mais un meurtre, et qu'elle craignait d'être identifiée par la suite, vous savez, on élimine les témoins. Mais si vous allez commettre un meurtre-suicide, pourquoi laisser un enfant? Maintenant, ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que lorsqu'il y a une situation où des enfants sont assassinés, dans beaucoup de cas, les enfants qui sont tués ne sont pas les enfants biologiques de la personne qui commet le meurtre. Tuer son propre enfant est très difficile. Je ne sais pas si cela influence cette affaire. Rien ne prouve que ce n'étaient pas tous ses enfants. Mais quand je commence à imaginer des scénarios dans ma tête sur la raison pour laquelle un enfant survit alors que les autres non, tu sais, d'après mon expérience, ce qui revient souvent, c'est que parfois les enfants biologiques sont épargnés.
Tu sais, et le plus récent, je dirais le développement le plus récent dans cette histoire, c'est, tu sais, les accusations de détournement de fonds. Une histoire est sortie il y a quelques semaines sur les 660 000 $ venant de son employeur dans le New Hampshire. En 2016, selon le Boston Globe, elle a été accusée d'avoir volé 11 000 $ alors qu'elle travaillait dans un bar à Nantucket. Elle et son petit ami faisaient pas partie des employés licenciés. En rassemblant les éléments, on cherche à savoir qui est cette personne. Et finalement, les choses mènent à une terrible fin de l'histoire le 18 août. Mais qu'est-ce que tu penses de Xavier de cette partie où tu vois quelque chose en 2016 à une plus petite échelle comparé à ce dont elle a été accusée entre 23 et 25? Eh bien, évidemment, tu vois le schéma là, elle a clairement des problèmes avec l'argent. Elle prend 11 $ à une petite entreprise, mais ensuite elle passe à 600 000 $ avec cette entreprise. C'est un grand saut. Personne ne commence ainsi. Tu sais, on débute peut-être par voler un chewing-gum, puis on progresse. Mais quand on parle de ce genre de somme volée entre une entreprise et une autre, il y a évidemment un schéma. Elle a clairement un problème avec ses dépenses. Et, tu sais, peut-être qu'elle a compris que les 600 000 $, c'était quelque chose pour lequel elle allait finir en prison, c'est sûr. Elle ne voyait pas d'autre issue. Mais quand on parle de crimes financiers et de crimes violents, ce sont deux choses différentes. En général, ceux impliqués dans des crimes financiers ne reviennent pas commettre plusieurs meurtres. C'est donc une affaire très déroutante. Oui, parce que parlons du montant plus important qu'elle est accusée d'avoir pris. Elle travaillait pour une chaîne de restaurants de ailes de poulet du New Hampshire, appelée Wingett's, et le propriétaire a déclaré qu'elle avait pris environ 660 000 $, ce qui est une somme incroyable, entre 2023 et 2025. Si elle devait réellement faire face à des accusations pour ce montant d'argent, je veux dire, quel type de peine aurait-elle pu recevoir pour avoir pris plus d'un demi-million de dollars à une entreprise? Eh bien, elle risque sûrement de faire de la prison. Elle ne risque pas une peine pour meurtre ou crime violent, mais elle peut aller en prison et devoir une restitution. Mais 600 000 $ dans une petite entreprise, c'est quelque chose que l'on penserait être détecté à 100 000, 200 000 ou 300 000 $. Je sais qu'avant des poursuites pour crimes financiers, un audit médico-légal indépendant est nécessaire. En d'autres termes, en tant que victime, vous devez faire réaliser un audit, puis le présenter aux forces de l'ordre en disant « D'accord, écoutez, nous avons cet audit médico-légal. Cet argent a disparu. Nous pensons que cette personne l'a fait, donc la police ne fera pas cela. » Vous devez faire un audit médico-légal séparé. Et ça, c'est à Chicago, je le sais. Pour les autres juridictions, je ne suis pas certain, mais vous faites l'audit médico-légal, puis la police poursuit et engage les accusations criminelles. Donc elle risque de la prison, mais pas 20 ans. Eh bien, je pense aussi, je veux dire, il y a cette question de comment tu n'as pas su pour une telle somme d'argent. Tu sais, ce n'est pas rien, tu vois. Je pense que si un employé avait pris 660 000 $ chez McDonald's, il l'aurait remarqué, pas forcément juste une petite chaîne dans le New Hampshire. Mais je veux dire, comment on en arrive à ce point, comme tu l'as vu dans certaines de ces affaires de crimes financiers, où la somme peut simplement augmenter jusqu'à ce qu'on se rende compte, et apparemment dans ce cas, elle a été accusée d'en être arrivée à ce montant, et c'était un schéma que le propriétaire a dit qui remontait à janvier 23. Ma question est donc, à quel poste occupait-elle dans cette entreprise pour pouvoir détourner autant d'argent? C'est une question. Mais quand tu parles de ça, écoute, ce genre de choses arrive dans tous les milieux de la vie. On l'a vu chez le clergé, dans les affaires, partout. Et je vois que beaucoup du problème vient du jeu. Les gens contractent des dettes de jeu, pensant qu'un coup de chance suffira à tout résoudre. Ce coup de chance n'arrive jamais, alors vous vous enfoncez davantage. Maintenant, vous en êtes à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et vous n'allez pas récupérer cet argent. Donc je vois le jeu comme un motif dans beaucoup de ces situations. Pour elle, ils disent moi qu'elle était accro au shopping, mais c'était surtout beaucoup d'achats sur Amazon. C'est vraiment le cas. Et peut-être, vous savez que certaines personnes ont ça comme addiction, mais penser à une telle somme d'argent, c'est juste incroyable. Et pensez que, vous savez, il faut en arriver au point où quelqu'un ferait ce dont elle est accusée, ce que la police dit qu'elle a fait dans cette maison le 18 août. Je veux dire, évidemment, elle disait que son mari traversait ce terrible diagnostic médical. Et on pense à la pression que cela entraîne.
En même temps, vous savez, elle est potentiellement, et je crois qu'une semaine avant, elle n'est pas venue à une réunion le 11 août où le propriétaire devait lui parler du montant d'argent. Elle savait que ça lui tomberait aussi dessus. Mais pour y réfléchir, je veux dire, à quel point voyez-vous souvent un motif comme celui-ci, que ce soit un diagnostic médical ou une situation financière qui est devenue criminelle du point de vue d'une enquête, mener à quelque chose d'aussi horrible que ce qui s'est passé dans la maison? Pas souvent, vraiment pas souvent. Les affaires financières sont souvent liées au suicide, rarement avec leur famille. Quand tu vois un meurtre par compassion pour quelqu'un qui souffre d'un cancer, ce sont généralement des personnes âgées et c'est souvent un meurtre-suicide impliquant seulement les deux personnes concernées. Quand je dis vieux, je parle vraiment de personnes âgées, des gens de 80 ans qui souhaitent mettre fin à la souffrance de l'autre et partir ensemble. Mais pour une famille plus jeune, tu ne vois tout simplement pas ça aussi souvent avec ce genre de motif. Tu n'en vois tout simplement pas beaucoup. Pour toi, intervenir dans ce genre de situation où plusieurs personnes avaient appelé le 911 avant l'arrivée de la police, tu savais que ce n'était pas un simple contrôle de bien-être, mais ce n'était pas non plus juste une absence au travail, donc tu ignorais ce qui t'attendait derrière la porte. Tu savais qu'il y avait potentiellement quelque chose impliquant une arme à feu, je suppose, si autant de personnes avaient appelé le 911 après avoir entendu ce coup de feu dans un quartier calme du New Hampshire. Que ressent-on en tant que policier lorsqu'on répond à un appel sans savoir ce qui s'est passé derrière la porte où l'on va entrer? Eh bien, tu as raison à ce sujet. Quand tu dois, quand tu réponds à un appel comme ça, je veux dire, on vient juste d'avoir 3 policiers tués en Pennsylvanie alors qu'ils exécutaient un mandat dans une affaire domestique. Tu ne sais tout simplement pas si quelqu'un t'attend, donc tu dois rester sur tes gardes. C'est un contrôle de bien-être. Comme tu l'as dit, tu n'as aucune idée de ce qui se passe là-dedans, donc tu dois le traiter. Quand tu entres dans cette résidence, tu dois agir comme s'il y avait un tireur actif ou une menace directe ou qu'il y avait une menace quelconque contre les forces de l'ordre. Tu dois sécuriser les pièces. En avançant dans la maison, tu commences à comprendre ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, tu ne t'arrêtes pas à la première chose que tu vois. Tu dois continuer à sécuriser la maison. C'est sûrement ainsi qu'ils ont trouvé l'enfant survivant. Mais c'est un sentiment étrange. Une fois que tu te débarrasses de l'adrénaline de la fouille de la maison, peut-être que maintenant il n'y a plus de danger. Tu dois assimiler ce que tu vois. Pendant que tu sécurises la scène comme officier principal, essaie de tout reconstituer quand les détectives arrivent. Et regarder quelque chose comme ça prend du temps à assimiler. Il faut laisser ses sentiments de côté et travailler. Oui, et imaginez à quoi ressemblait cette scène, c'est tout simplement horrible. D'un point de vue médico-légal, je sais que l'arme de cette affaire a été retrouvée près de la famille. Donc c'est certainement un indice majeur sur ce qui s'est passé, contrairement à l'idée que ce serait quelqu'un qui se serait enfui après avoir commis ce crime. Quels éléments médico-légaux utilisez-vous pour prouver au-delà de la simple présence de l'arme sur les lieux? Mais que peut-on vraiment faire pour prouver que vous pouvez, puisque certains ont vite affirmé qu'elle les avait tués avant de se suicider? Il y a beaucoup de choses à examiner. Et ce dont vous parlez en ce qui concerne l'arme, c'est que l'arme détient la plupart de ces éléments. La balistique des douilles tirées, les résidus de poudre sur sa main et l'endroit où il se trouve, le dos de sa main, la paume de sa main pour dire que c'est elle qui a manipulé l'arme. Les blessures de contact, contrairement aux blessures à distance, le tatouage, les blessures d'entrée et de sortie d'une blessure de contact auto-infligée sont très différentes de celles causées à distance. Et vous pensez à la capacité de l'arme. Ma réflexion en abordant cela, c'est peut-être, après avoir tué sa famille, il ne lui en restait plus qu'une pour elle-même. Ça pourrait être quelque chose d'aussi étrange où le garçon a été épargné dans une autre pièce. Tout se passe dans une seule pièce, il ne lui en reste qu'une. Donc, il y a beaucoup d'éléments médico-légaux qui proviennent de cette arme à feu. Et encore une fois, comme tu l'as dit, ils ont rapidement expliqué comment ça s'est passé. Je pense à la proximité de l'arme, au tatouage de poudre et aux résidus de tir qui indiqueraient probablement qu'elle seule a tiré avec cette arme. Et en ce qui concerne le fait que ce soit une affaire vraiment unique, je veux dire, je ne peux pas assez insister sur la tristesse immense liée à la perte de cette vie, et puis simplement aux circonstances dans lesquelles, d'après elle, cette famille se trouvait. Mais je pense aussi que dans beaucoup de ces affaires, malheureusement, du moins d'après ce que nous avons couvert, ce n'est généralement pas la femme qui finit par faire cela. Je veux dire, pourquoi est-ce le cas?
Et généralement, je suppose, oui, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas souvent un cas comme celui-ci? Et parce que dans ceux que j'ai couverts, je veux dire, très souvent, c'est le mari. Eh bien, je pense que c'est simplement dans la nature innée d'un homme d'être plus violent. Je n'ai pas de preuves scientifiques, mais d'expérience, comme tu dis, la plupart des crimes violents avec armes à feu sont commis par des hommes. Si on parle des suicides chez les femmes, la plupart de ceux que j'ai vus étaient soit par prise de médicaments, soit par asphyxie, intoxication au monoxyde de carbone. Il est très rare qu'une femme se suicide avec une arme à feu. Et bon, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a des raisons psychologiques pour expliquer cela. D'après mon expérience, il est rare qu'une femme utilise une arme à feu lors d'un crime. Oui, il y a tout simplement beaucoup de choses qui font que cette histoire se démarque. Concernant la suite, après la publication du Boston Globe cette semaine, de nombreux médias semblent tenter de reconstituer une partie de son passé financier. Mais dans un cas comme celui-ci, la personne responsable est décédée. Les victimes dans cette affaire, je veux dire, bien sûr, ce jeune garçon en bas âge est une victime dans tout cela, et il est le seul survivant. Mais je veux dire, que fait-on de plus, vous savez, en tant qu'enquêteur, pour s'assurer d'avoir toutes les réponses dont on a besoin? Je veux dire, quand est-ce que cette affaire sera classée? Combien de travail est réellement effectué pour essayer de découvrir au final quel aurait pu être le mobile? Donc l'affaire est déjà quasiment classée. Cela sera vu comme un meurtre-suicide. Cette partie de l'affaire est close selon les preuves évoquées. L'événement qui s'est produit dans cette maison. Maintenant, quand on parle des crimes financiers, toutes les preuves montrant quel était l'auteur du crime financier doivent être apportées. Il faut le documenter, puis vous classer cette affaire en raison du décès de l'auteur. Nous appelons cela une clôture exceptionnelle, décès de l'auteur. Il y a d'autres enquêtes, quoi qu'il arrive, car on ne sait jamais. Il se pourrait que d'autres allégations apparaissent, comme « Oh non, elle nous a escroqués avec ce GoFundMe ». S'il s'agit d'une affaire pénale, il n'y a évidemment pas de poursuite car l'auteur est décédé. Mais il y a une enquête. Les poursuites pénales et l'enquête policière ne sont pas exactement la même chose. Il faut alors prouver et présenter les faits pour montrer que c'est bien ce qui s'est passé. Pas de poursuite, mais cette personne est responsable de ceci, de cela et de ceci. Et comme cette personne est maintenant décédée, ses affaires sont classées. Si elle s'était contentée de rendre les 660 000 $, c'est beaucoup d'argent, tu sais. Elle aurait eu du temps en prison, mais pas la perpétuité. Je veux dire, il y aurait certainement eu un certain niveau de honte qui serait venu avec ça si elle avait été accusée et condamnée pour ça. Et tout cela est vrai. Même du point de vue de la restitution, si la personne n'a pas cette somme à rembourser, à quoi cela ressemble-t-il généralement si elle est reconnue coupable de ce dont l'employeur l'accuse? Les biens, on s'attaque aux biens communs, on s'attaque à l'emploi futur, on saisit les salaires. En gros, on met en place un plan de remboursement vraiment, vraiment long. Un plan pour essayer de remplir votre obligation de restitution. Donc ce serait quelque chose qu'elle ne rembourserait probablement jamais, peu importe combien de temps elle vivrait. Oui, c'est vrai, c'est un cas vraiment difficile. Et les mises à jour constantes compliquent encore la situation. Wills Villard, commandant détective retraité du département de police de Chicago, merci de votre temps sur Law and Crime et pour vos analyses. Nous vous en sommes reconnaissants. Avec plaisir, merci Cri. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour le tout petit survivant du 18 août. Voici le lien. Elle a permis de récolter plus de 150 000 $. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous à YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.